Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de ISQ.media. Ce soir, on a une superbe belle émission à vous présenter. Comme co-animateur, j'ai mon ami Christian Gingras. Salut Serge. Salut, ça va bien? Très, très bien. Et puis, comme je disais, on a une émission spéciale. On reçoit ce soir 3 dirigeants des Capitales de Québec. Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, Michel, président du Club des Capitales de Québec. Patrick Salabrini, bonsoir, bienvenue. C'est gentil d'être venu ce soir. Et Charles Demers, merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. Écoutez, messieurs, comme Christian disait tantôt, c'est un honneur, c'est vraiment gentil de vous avoir les trois avec nous ce soir. C'est vraiment un privilège, puis on vous remercie. Je pense qu'on vous remerciera jamais assez de ce beau privilège-là. Puis ce soir, on va parler, ça va être plus que du baseball. Ça vous tente dessus? C'est parfait. Oui, c'est parfait. La première question qu'on voulait vous poser, c'est, dans un premier temps, pour le bénéfice de tous nos auditeurs, quels sont vos rôles respectifs dans l'organisation? Chacun d'entre vous. Toi, Michel? Ouais, moi, je suis président de l'équipe. Un président quand même occupé dans les opérations avec Charles beaucoup. Je vais laisser Pat parler de sa position, mais dans mon titre à moi, beaucoup moins dans les opérations baseball et que les gens pensent. Des fois, les gens me disent hey, t'as été chercher tel joueur, tout ça. Je vais laisser Pat, mais ça, c'est plus fait. C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu trop fort, les rôles de chacun dans le... Ouais, moi, j'ai eu le privilège, quand j'ai commencé avec les Capitales comme entraîneur, d'avoir M. Wolf qui a laissé quand même beaucoup d'espace. Puis, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec le gérant aussi. Puis, de toute façon, Pat a prouvé dans les dernières années qu'il savait ce qu'il faisait. Mais le moins possible s'introduire puis laisser la chance de respirer. Fait que Patrick, toi, ton rôle? C'est ça. Je suis entraîneur-chef, mais aussi directeur des opérations baseball. C'est que je fais pas mal tout ce qui implique direction des joueurs, recrutement, coaching, tout ça. C'est ça. C'est sûr que j'ai mon personnel d'entraîneur qui m'appuie dans tout ça. Mais voilà, c'est pas mal tout et pas mal juste ça en même temps. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, en fait, Patrick est humble un peu, mais Patrick n'a pas une équipe de recruteurs avec lui. Non, donc, c'est lui qui fait tout le recrutement. Puis, pour un joueur qui signe, il y a à peu près 10 appels dans le vide. Oui, sûrement. Et pour aller chercher ce joueur-là, souvent, c'est une toile d'araignée. Donc, c'est d'aller chercher un ancien qui a joué avec, de faire toutes les recherches. Donc, c'était énormément de travail. Oui, c'est beau. Et toi, Charles? Moi, je suis directeur général de l'organisation. Okay. Mon rôle, dans le fond, c'est de donner un peu les ressources nécessaires et coordonner tous les départements de l'organisation dans son ensemble. Donc, c'est un volet qui est beaucoup plus administratif. C'est un volet qui est opérationnel complètement. Donc, il y a des... on parle du marketing, on parle des opérations baseball, donner les ressources, établir les budgets. Ensuite de ça, tout ce qui est le volet un peu billetterie. J'ai la chance d'avoir un bon mentor avec moi, Michel, qui est passé par là avant moi. On travaille en collaboration énormément. On est très, très près. Là. On s'aide énormément là-dedans. On a une belle équipe, nous autres, en administration des capitales, que vous connaissez tous probablement. À chaque année, on a une équipe très dynamique, très jeune. On a une belle équipe. Moi, mon rôle, c'est de coordonner tout ça. Puis c'est vraiment, on va dire, c'est une job de rêve. Dans les 3 cas, j'imagine que c'est un travail 12 mois par année. Il n'y a pas personne qui a une job saisonnière dans vous 3 ans. C'est 12 mois par année, sauf que ce qui s'en vient devant nous dans les 3-4 prochains mois, c'est carrément une tempête. Ouais, on le sait, quand on arrive à partir du mois de février, ça déboule. On va avoir l'occasion d'en reparler un peu tantôt. Il y a un écosystème baseball à Québec. Je pense qu'on peut parler de ça. Vraiment, il y a les Diamants, il y a les Canonniers, il y a la Fondation, il y a le complexe baseball Victoria. Tout ça, c'est interrelié. On le sait bien, là, mais il y a Baseball 360, B45. C'est quoi les liens entre toutes ces organisations-là? J'aimerais ça un peu comprendre. C'est drôle, hein, mais il y a peut-être une douzaine d'années, je me souviens, Patrick était là, Brad Purcell était là, puis tout ça, puis je pense qu'il y avait possiblement 2 ou 3 personnes seulement qui vivaient du baseball à temps plein à Québec. Il y avait moi, il y avait Jean-Philippe Roy, très peu. Puis, pourquoi pas travailler tout le monde ensemble pour s'assurer qu'on fasse quelque chose de vraiment d'unique? Je pense que c'est ce qu'on est arrivé à faire. Et tout est interrelié. Puis, quand la saison se terminait, on avait l'impression que Patrick, il va s'installer à Québec. Je me souviens, je ne sais pas si c'était en 2008-2009,
on a la chance d'avoir Patrice Calabri qui dit « Je vais passer finalement l'hiver à Québec. » Fait que, OK, bien là, on a des académies de baseball. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver pour faire ça? Et c'est arrivé avec Godfrey Tomlinson, avec les gars, aidez-moi pour les noms, mais toute la gang, tous les anciens qui vivent maintenant à Québec, c'est... Exact. Puis, tu sais, ça l'a fait des petits avec le temps. Ouais. Et puis, les capitales sont un peu, on va dire, la pierre angulaire de cet écosystème-là. On va dire que quand on parlait de toile d'araignée tantôt, c'est un peu la même affaire, là. On est tous interreliés, on est tous presque des amis là-dedans. Là, donc, c'est une belle famille. Exactement. Donc, on s'aide tout le monde un à un là-dedans. Là. B45 a été démarré par Michel. Il y a eu Baseball 360 par la suite qui est arrivé. Le complexe de Baseball Victoria quelques années plus tard. Les diamants qui ont été rachetés par les capitales. Donc, ça prend tout ce beau monde-là pour gérer ces belles organisations-là. Fait qu'on on optimise, on va dire, nos ressources humaines au niveau des opérations baseball. Et est-ce que les aigles font un peu partie de cet écosystème-là ou pas du tout? Ça a été le cas pendant certaines années? Les aigles, dans le sens qu'on est là pour les appuyer, puis n'importe quand qui ont besoin d'aide, puis c'est la même chose pour Ottawa présentement. Je veux dire, oui, sur le terrain, bien, Patrick veut gagner contre les États, mais en vérité, on va être gagnant si l'organisation est stable et elle va bien. Donc ça, on l'a tout compris. Puis pour compléter, au départ, toute cette synergie-là qui se bâtissait, c'était pour s'assurer que on veut garder un joueur à l'année longue, bien, JP Roy, as-tu besoin d'un coach? Puis là, JP, lui, il veut garder un coach plus longtemps. Et tout ça s'est agrandi. Et là, on est probablement une douzaine, 12 à 15 personnes qui vivent de baseball à Québec. C'est la région qui a le plus d'inscriptions au Québec présentement, qui est en hausse depuis une dizaine d'années. C'est constamment en hausse. Donc, on est fiers de ça. Puis, on a réussi à le faire sans se... Je ne sais pas comment expliquer. En collaboration. Exactement. On est parti avec la prémisse de départ qu'on s'est dit, on est passionné. C'est la première affaire. La première affaire, c'est qu'on est passionné, on le fait pour les bonnes raisons. Fait qu'on est vraiment impliqué pour les bonnes raisons. Et puis, je pense que tout le monde qui embarque dans cette aventure-là, on va dire dans cet écosystème-là, le font pour ça. Donc, ça veut dire que Carl Gélina, qui a été nommé entraîneur-chef des Diamants il n'y a pas si longtemps, fait encore partie des capitales, puis il va être un peu là. Je ne sais pas si, Patrick, tu peux élaborer là-dessus. Est-ce que Carl va être encore avec vous autres cette année? Ah, tout à fait. Carl, il fait partie de la famille. Il a rendu de fiers services, évidemment, au fil des ans. Ça a pris un petit tournant là, avec la pandémie et tout ça. Là. Mais là, il y a eu l'opportunité de prendre les diamants en charge. C'est un défi très... Je ne vais pas parler pour lui, là, mais c'est un défi qui l'intéressait beaucoup. Il ne voulait pas quitter les capitales à 100 %. Nous, on ne voulait pas qu'il quitte à 100 % non plus. On a été capable de le garder comme assistant-entraîneur lorsqu'il pourra, lorsqu'il n'y aura pas d'engagement avec les diamants. Fait que c'est une bonne façon de faire, je pense, pour le garder avec nous, pour qu'il puisse continuer à essayer des choses puis grandir en tant qu'être humain, en tant que coach. Fait que c'est ça. Il y a quelques jours, Pierre Arsenault a été nommé entraîneur adjoint chez les Capitales. Ouais. Comment la présence de Carl va s'intégrer là-dedans? Mais Carl, par le fait qu'il doit être avec les diamants d'abord et avant tout, fait qu'il ne peut pas être à temps plein avec les Capitales. Ce qui fait qu'il ne peut pas être entraîneur des lanceurs parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est là à 100 % à temps plein. Donc, Pierre est arrivé comme... En fait, on a été très chanceux et surpris de sa réponse et de l'avoir avec nous maintenant. C'est un gars qui peut un peu tout faire. C'est un ancien receveur, un ancien joueur qui s'est développé plus comme dans l'enclos, comme coach des lanceurs. C'est quelque chose qui l'intéresse plus. En plus de ça, il est devenu dépisteur, fait qu'il est capable d'à peu près tout faire. Fait qu'il va être parfait pour m'épauler dans à peu près toutes mes tâches. Puis lui est très à l'aise avec les lanceurs. C'est sûr qu'avoir eu Carl à 100 % on aurait approché la chose différemment. Mais là, j'ai besoin d'un coach des lanceurs. Carl va être parfait pour venir appuyer un gars comme ça, tout comme Michel le fait chaque année, qui est un peu nos gars de mandat, quand on a un lanceur, qu'on se questionne un peu ou on veut approcher quelque chose de différent. Quelqu'un d'un peu bizarre. Les bizarres, on les flippe vers Michel. Ceux qui ont des problèmes de mécanique, on les envoie vers Carl. Bref. C'est ça. Fait qu'on a Pierre, on a des gens qui peuvent nous appuyer, qui peuvent l'appuyer. Ça fait que c'est ça. C'est intéressant de voir former une grande famille qui se soutient. Vous avez eu un aide financière pour vous aider à
avoir une saison 2021 qui va être sûrement un peu différente de ce qui s'est passé l'année passée. Les frontières sont fermées. Vous entrevoyez ça comment les premières semaines? Quand l'entraînement, les joueurs américains vont-ils pouvoir venir ici s'entraîner? C'est quoi le résultat de tout ça? On a les deux? La réponse officielle et finale, Michel, à ce sujet. Oui, je dirais qu'on suit toutes les nouvelles à toutes les minutes, quasiment, dans le sens que... Puis il y a des journées que Charles et moi, on rentre au bureau, on a le moral un peu bas. En après-midi, on est correct, on est down un peu. Donc, on suit tout ça, mais ça regarde bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même à quoi? On est à 2 mois du début de la saison. La vaccination va de mieux en mieux. Fait qu'on... Je pense que c'est pas naïf de penser que au nombre de personnes qui vont être vaccinées à ce temps-là de la saison, qui est autour du 1er juin dans ce coin-là, qu'on puisse faire quelque chose. On se dit, par règle de 3, évidemment, si le 15 mars, on est correct pour être 25 dans une salle de spectacle à l'intérieur, est-ce qu'on peut être 25 dans un stade à l'extérieur? C'est un terrain de balle. Et ce qui a été présenté à la santé publique l'an passé a été vu d'un bon œil. Le stade a été refait dans les dernières années. Vous allez voir même ce qui s'en vient les prochaines années. C'est le fun. On a eu du bruit dans les oreilles tout l'hiver où il y a beaucoup de travail qui est fait. Mais il peut être fait confectionné de façon à ce qu'il y ait 5 entrées, 5 sorties. Donc, je pense qu'on est capable d'être très créatif dans notre présentation. On nous a déjà dit, il y a 1 an, quand on l'a vu, que la présentation avait du sens, puis c'était très, très créatif. Donc, on a des choses qui sont déjà bâties qu'on va présenter. Au niveau de la frontière, évidemment on ne peut pas vivre une situation où l'équipe adverse aurait à avoir 14 jours de confinement avant de pouvoir jouer. Mais on n'est pas les seuls dans tout ça. Je veux dire, il y a l'Impact, il y a les Blue Jays de Toronto, il y a le Canadien qui vont tomber dans les séries à partir de la fin mai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller jouer à l'extérieur ou pas? Donc, on suit tout ça de très près, puis on va s'ajuster. Mais pour répondre à la question à Patrick aussi, là, je suis presque sûr qu'il va y avoir du baseball cette année. Sur quelle forme ça va prendre exactement? Ça, j'en suis pas convaincu, mais... Au niveau des opérations, on est vraiment, nous autres, la machine est partie. Nos opérations sont en branle pour pouvoir... on est all-in, on va dire ça comme ça. On a une game de poker, on est all-in, on y va comme ça. On est confiant, on a la pédale au tapis, puis on est confiant que ça fonctionne. Sur quelle forme, sur quel scénario, c'est ce qui reste à déterminer. Oui, c'est ça, parce que la Ligue Frontier, c'est quand même grand. Il y a deux provinces canadiennes qui sont là-dedans, le reste, c'est américain. Là, vous allez devoir gérer, pas gérer, mais vous allez devoir challenger avec la santé publique de chacun de ces places-là. Et avec nos collègues américains, il y a 13 équipes aux États-Unis qui sont installées dans 7 différents États. Eux auraient pu parfaitement dire depuis le 15 janvier, bien, nous autres, le vaccin va bien, on avance, on va être prêt le 15 mai, on n'a pas besoin de vous autres cette année. Et faites-vous une ligue, on se fait une ligue. Ouais. Puis ils ne l'ont pas fait à date. Cool. On maintient ces bons liens-là avec eux. Puis jusqu'à maintenant, c'est non, vous êtes avec nous autres dans tout ça. Et c'est pas facile pour eux parce que de ne pas pouvoir avoir une certitude que le calendrier est déjà... On peut vendre tel match parce qu'il va y avoir une présence. Ils le font quand même. On a encore quelques semaines devant nous à tenter de tout faire pour avoir une saison normale, mais... C'est le fun de leur part, là. Ça démontre une belle unité au sein de la Ligue. Est-ce que la Ligue a prévu un calendrier alternatif, par exemple, où le début de saison pourrait se passer entre les 3 équipes canadiennes, par exemple, pour ensuite faire un... C'est ce qu'on fait la semaine prochaine. Moi, je dois être en Floride, justement, pour une réunion des propriétaires la semaine prochaine. Puis, d'après moi, ça va prendre 50 de l'agenda de tenter de régler tout ça. Ouais. J'imagine qu'il faut oublier les joueurs cubains cette année. Ouais. Vous les avez déjà oubliés? Ou... Oh, oui. Ouais. On a tout ce qui est visa de travail un peu compliqué. On se doutait que ça allait potentiellement être problématique. Alors, on a gardé les dossiers plus simples, comme États-Unis, Canada, peut-être Commonwealth. Oui, on voyait qu'il y avait beaucoup de joueurs canadiens et américains. Ouais. Un joueur de la République dominicaine, je pense, puis un joueur australien à date qui ont été signés. Oui, mais même là, on a lancé la serviette pour le Dominicain.
OK. Donc, l'Australien, oui, mais à cause du Commonwealth, c'est plus facile habituellement de faire les visas de travail pour ces gens-là. Là. Donc, on reste avec des visas simples. Et si jamais vous ne pouviez pas avoir de joueurs américains pour débuter la saison, il y a assez de joueurs canadiens disponibles. Est-ce que vous trois, vous pouvez embarquer sur le terrain et jouer au début de la saison? Frappeur désigné. C'est pas une solution présentement qu'on regarde. On est vraiment. Notre plan est vraiment présentement avec les joueurs américains. On est avec une ligue américaine, canadienne-américaine. C'est ce qui fait partie du plan. OK. Je regardais le calendrier, je regardais les divisions de la nouvelle Ligue Frontier qui est séparée en 4 divisions. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les Titans d'Ottawa sont dans une division différente? Des Aigles, des Capitales, puis la nouvelle équipe de Tri-City à Albany. Il me semble que géographiquement, ça ne fait pas de sens. En fait, géographiquement, ça a du sens quand on le regarde de est-ouest plutôt que nord-sud. OK, donc, la distance entre les points de Ottawa, je veux dire, si on prend à l'extrême, là, Washington avec Québec, il y a beaucoup plus de distance quand on ramène dans l'autre sens. Donc, c'était pour éviter les voyages en autobus qui sont un peu plus longs. Donc, évidemment qu'on vient de perdre une équipe qui est à 4h30 de chez nous, mais on vient de sauver plusieurs voyages de 10 heures et plus. Donc, c'est ce qu'on tente d'éviter. Ça se pourrait que ça change pour l'an prochain, par contre. Fait que, ouais. Si Montréal si une équipe de Montréal se joignait à la On Ligue. l'espère, à un moment donné. Ça serait le fun. Est-ce que, justement, parlant de Montréal, on parle beaucoup ces jours-ci, la demi-équipe à Montréal, le stade qui revient dans les nouvelles. Est-ce que vous autres, vous aimeriez pas dire à Montréal, écoutez, laissez faire le baseball majeur avec une demi-équipe, puis joignez-vous à nous, puis ayons du fun ensemble? Bien, je vais commencer, puis je vais laisser Charles après, parce que Charles, il est là-dedans, mais un empêche vraiment pas l'autre, puis un aide l'autre. OK. Les équipes des ligues mineures et du baseball indépendant qui ont le plus de succès aux États-Unis, c'est tous celles qui sont près d'une équipe du baseball majeur. On prend Saint-Paul, qui est à 20 minutes des Twins du Minnesota. Après ça, Kansas City. Et c'est la même chose dans chacun des marchés. La raison est simple, c'est que le baseball majeur amène une promotion tellement forte qui rappelle qu'il y a du baseball en ville. Et le mercredi soir, est-ce que je vire à gauche à 400$ avec la famille ou je vire à droite à 40$ avec la famille? Oui, c'est que... des décisions assez faciles à prendre des fois. Exact. Puis c'est deux produits qui sont complètement différents. Ces deux produits, vous allez remarquer au fil des ans, puis on a parlé que notre slogan était le plus que du baseball. Nous, on oriente vraiment notre marketing au niveau de plus que du baseball. Vous venez au stade, c'est un happening, c'est une terrasse incroyable, la bière est pas chère, c'est festif, c'est plaisant. Je dis pas que c'est pas ça non plus dans un gros stade de baseball, mais c'est pas nécessairement la même ambiance et c'est pas nécessairement ce que les partisans recherchent quand ils vont dans un stade ou dans un autre. Fait que il y en a qui c'est une expérience, il y en a qui c'est une autre expérience. Fait que des fois, un n'empêche pas l'autre, comme Michel dit, c'est vraiment deux produits qui sont différents, qui sont consommés différemment, puis c'est deux produits qui sont présentés différemment. Là, tu parlais de la famille. En début de saison, on va sûrement avoir des restrictions côté spectateurs. Avez-vous commencé à planifier des scénarios? Ça va être premier arrivé, premier servi? Il a été pas mal. Avez-vous, sûrement, vous avez Il a été pas mal bâti l'an passé. Hein? Okay, on a planché là-dessus beaucoup en mai-juin. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de vous le présenter et de le faire, mais il y avait On était aussi déçus de vous. Oui, il y avait possibilité d'avoir pas mal de fun quand même. Okay. Le stade, quand il y a 1000 personnes dans le stade, il est trippant. Oui, c'est ça. Le son de ce stade-là il est unique. Puis les détenteurs de billets de saison, eux autres, cette année, est-ce qu'ils s'en vendent-tu? Ils vont avoir une priorité? Si jamais il y a des restrictions, ça va être des personnes qui vont être en priorité sur les autres? On avait renouvelé déjà nos billets, une bonne partie de nos billets de saison en 2019 pour la saison 2020. Okay. Ces billets-là vont être honorés. Les gens qui avaient un billet de saison en 2019 vont être honorés, puis c'est vers là qu'on s'en va. Okay. Nous autres, présentement, en termes de vente de billets, vous avez remarqué que présentement, il n'y a pas de billets à vendre pour les capitales. Et dès que notre scénario avec la santé publique va être accepté, notre protocole COVID, on va dire, va être en place, on va être en mesure de pouvoir commencer à vendre des billets. On a plein de scénarios en place. On ne sait pas si ça va être le nombre exact de billets qu'on va être en mesure de vendre, combien de personnes on va pouvoir mettre sur la terrasse. On ne le sait pas. Probablement qu'il va y avoir un ajustement aussi à faire durant la saison. Chose certaine, c'est qu'on veut surtout pas oublier nos billets de saison qui nous soutiennent depuis des années. Ils ont toujours été là depuis 20 ans. On veut vraiment
On a une pensée pour eux autres qui n'ont pas eu leur baseball. Hein. C'est des fans finis de baseball, ils ne l'ont pas eu l'année passée. Fait que c'est certain qu'on va penser à eux autres. Puis c'est certain qu'on veut être capable d'offrir une attraction adéquate puis abordable pour les fans durant l'été. Vous en avez combien de détenteurs de billets de saison dans une saison normale? On a 2 types de billets de saison. On a des billets de saison qui sont plus corporatifs, donc des billets de saison qui sont des entreprises qui achètent des billets de saison avec des années. Je dirais qu'on a autour de 500 billets de saison au total, jumelés entreprises, indépendants et particuliers et tout. Donc, excuse-moi, Michel, mais s'il y a une limite à 250, ça va créer un problème? Ça va créer un problème, effectivement. Et le baseball, aussi juste pour ajouter sur ce que Charles disait, c'est pas un sport de billets de saison. C'est plus un sport de... Je veux dire, puis la raison, c'est que c'est 7 matchs en ligne. Ouais. Donc... c'est difficile quand tu as un billet de saison d'être là. Le flexi est très populaire. La billetterie de match est très populaire comparée à d'autres sports. Mais pour celui-là qui a un billet de saison, c'est dur de maintenir cette sport en ligne. Puis, côté commanditaire, la recherche des commanditaires, est-ce que c'est difficile cette année? Vos commanditaires réguliers, sont-ils restés avec vous? Le signal est comme... c'est un gros wow. On est touché par ça, surtout de ce qui est arrivé depuis quelques jours. Là. On ne sait pas quand on demande à nos partenaires, êtes-vous avec nous? C'est quoi le bon timing? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Donc, dans les derniers jours, depuis une semaine, depuis 2 semaines, on commence à voir, premièrement, de demander des nouvelles. Comment ça a été dans votre entreprise? Et on n'en revient pas, premièrement, comment rapidement on nous dit « Non, on est avec vous autres, puis on veut que vous restiez, là, on ne vous lâche pas. » Fait que là, c'est « OK, wow! » Il y a beaucoup de love money dans tout ça. Et on a fait justement un test dans les derniers jours où on offrait un package autour de 2-3 000 qui incluait de la terrasse, qui incluait un lancer protocolaire, qui inclut une affiche sur le tableau indicateur. Et je vous dirais, pour être là depuis 21 ans, c'est le genre de forfait qu'on en a un par semaine, puis on dit « Ah yes, il y en a un qui a appelé pour ça. » Et dans la seule journée de hier, à partir de 2 heures... 24 heures, c'est fou, les téléphones n'ont pas arrêté de sonner. 14. Oui. C'est des entreprises, ça continue encore. Et puis On était rendu à 14 ce midi, puis on a fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Là? Fait que là, on s'est réunis d'urgence, on a dit « Wow, attends une seconde, on fait ça comment? » Fait qu'on a appelé les entreprises et estomaqué de voir que ce qu'on avait senti il y a une dizaine de jours, bien, c'est carrément la réalité. C'est non, on veut vous appuyer, on veut être avec vous autres, là, puis vous partez pas. Non, c'est bon, puis là, on part avec ça. C'est très solidaire, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, votre slogan, là, c'est plus que du baseball. C'est sûr que s'il n'y a pas de terrasse, ça va être compliqué à emmener ça en avant. Mais si, admettons, on ne peut pas ouvrir les terrasses, avez-vous pensé à quelque chose là, pour essayer de garder ce slogan-là qui est génial dans la tête à moi? Ben, on a toujours eu, je pense, la facilité à mettre une petite étincelle dans une soirée qui était plutôt moche, avec la température, avec une game plus dure. Le score. Peu importe. On se disait, bien, écoutez, il y a les feux d'artifice, il y a une promotion drôle, Capi est là, ainsi de suite. On veut vraiment garder cette couleur-là dans notre stade, que ce soit avec assistance diminuée. On veut être capable de donner le même produit, le même service. Est-ce que ça fait partie de notre ADN? Hein? C'est ce qui était... et on ne pourra pas s'en détacher. On ne pourra pas seulement se dire on vend juste le baseball cet été au stade. Notre slogan, ça va être hey, j'ai réussi à avoir des billets au stade cet été, je m'en vais m'éclater, ça va être le fun. C'est vraiment ça qu'on veut avoir. Puis, Et sans vous dire ce qu'on a présenté complètement à la santé publique, mais encore une fois, quand on fait juste faire un petit calcul, il y a beaucoup de pieds carrés sur la terrasse. Il n'y aura pas de terrasse à 700-800 personnes. Non, Sauf que, pensez le nombre de tables qu'on peut mettre de 2 ou de 4, il y en a pas mal. Donc, il y a moyen d'avoir du fun. Effectivement. Vous êtes un club de baseball professionnel, le seul club de baseball professionnel au Québec. Quand on parle de sport professionnel, beaucoup de gens pensent que l'argent coule à flot. Ce n'est pas le cas avec les capitales. Ceux qui sont proches de l'équipe le savent très bien. Je ne sais pas si c'est Michel ou Charles qui peut répondre à cette question-là, mais quel est
la masse salariale, les grands montants, là, le budget de l'équipe, la masse salariale, les frais de voyage, les revenus, les sources de revenus, ça vient d'où? C'est quoi les montants à peu près pour qu'on ait une idée là, de comment ça fonctionne, les capitales? Ça prend beaucoup d'amour. Oui. Mettons que si on commence par les opérations baseball, puis Charles, après ça, on tombera peut-être des autres sphères, mais opérations baseball pour Patrick, c'est pas beaucoup. Honnêtement, c'est une masse salariale qui frôle les 100 000 puis ça inclut tous les joueurs. Il faut quand même comprendre que ça fait partie de l'ADN des mineurs. De l'ADN des mineurs puis du baseball. Donc, les gens regardent ça puis ils disent « Ouais, mais est-ce que vous abusez des joueurs? Qu'est-ce qui se passe? » On donne ce qu'on se permet comme ligue. Et je veux dire, le joueur de baseball, ça représente beaucoup le rêve américain. Ça veut dire, tu mets tous tes œufs dans le même panier pendant 3, 4, 5 ans. Ce que tu fais d'un mineur, c'est ridicule, c'est très, très bas. Et ce que tu fais d'un majeur, c'est ridicule comment c'est trop élevé. Et le salaire moyen était quoi en 2019 dans le baseball majeur 2020? C'était de 4,8 ou 5 millions par année. Donc, c'est complètement exagéré. Puis de l'autre côté, avant de te rendre là, tu prends un grand risque. Sauf que, en ce que Patrick pourra enchaîner, mais moi, j'ai joué dans les mineurs. Pendant 4-5 ans, j'avais un spécial, c'est la pizza, je la coupe en 4. Puis ça, j'allais manger un morceau là, puis un morceau là, puis un morceau l'autre journée, puis on y va comme ça. Puis je me suis jamais plaint. Ouais. C'était ça. Mais je me disais, hey, quand je me couchais, puis que j'avais pas le ventre plein, je rêvais quand même à me dire, peut-être qu'un jour, je vais être dans le baseball majeur. Fait que... Pat, c'est pas eu ça facile non plus. Non, c'est la farce. Là. On a tous nos tranches de pain, du beurre de pinot puis de la confiture. Là, c'est ça, j'en ai mangé tous les jours de ma vie ou à peu près quand j'étais dans les mineurs, quand je jouais pro. Malheureusement, on forme des athlètes puis on mange pas si bien, mais l'idée est de travailler fort, trouver une façon puis de pouvoir monter. On va revenir avec Charles tantôt pour la suite des coûts et tout ça, mais tu m'amènes, est-ce que les familles d'accueil nourrissent bien les joueurs? En fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais trop eu à Québec. On a eu quelques-unes au fil des ans, mais c'est un phénomène très, très courant dans le baseball mineur. Moi, j'ai été à plusieurs reprises dans des familles d'accueil, puis c'est très apprécié des gars, entre autres, pour ça. Okay. Surtout les plus jeunes, les nouveaux plus jeunes, tu quittes le domicile familial un peu jeune, puis tu te retrouves avec pas grand-chose, avec pas beaucoup d'argent. C'est très rassurant d'avoir une famille un peu derrière toi, puis qui non seulement t'aide à bien manger puis à faire ton lavage, ces choses-là. Mais qui est derrière toi puis qui fait comme une deuxième famille, qui t'accompagne lors d'une saison extrêmement importante pour toi. Parce que c'est quelque chose de difficile mentalement. Ouais. Pareil, parce que le baseball, c'est un sport d'échec. Fait que il y a beaucoup de hauts et de bas. Fait que d'avoir un peu une deuxième famille qui te supporte, qui est derrière toi, c'est rassurant beaucoup pour un athlète. Donc oui, le fait d'en parler un petit peu plus, là, cette année, on est revenu avec ça, les familles d'accueil, parce qu'on est tombé dans la Frontier. C'est notre première année dans la Frontier. On va avoir un petit peu plus de joueurs un petit peu plus jeunes. Donc l'idée était ça un petit peu. Là. On en a parlé, il y en a des joueurs qui le demandent à notre surprise. Au fil des ans, il y en a qui le demandaient. Alors voilà, on a décidé de tenter notre chance, voir s'il y avait des gens intéressés à accueillir certains joueurs. Et puis, voilà, on est rendu là. On revient à Charles, il ne faut pas oublier la réponse à ma question concernant les frais d'opération. Oui, en fait, le budget, on roule un budget d'environ entre 2,5 et 3 millions au total. Okay. C'est un budget qui s'est vu être augmenté au fil des dernières années. Au niveau des gros postes de dépenses, on va dire, il y a les opérations de baseball autres que les salaires des joueurs. Il y a le transport, les arbitres, les hôtels, le transport des joueurs, les autobus, les balles. La nourriture, les balles, effectivement, les balles. Les balles, c'est un poste de dépense. On parle d'un budget opération baseball d'environ entre 600 et 700 000 annuellement. Donc, c'est notre plus gros poste budgétaire, on va dire, grosso modo. Il y a le volet opération administrative aussi. Donc, on est quand même dans un stade, ça prend des ressources humaines pour pouvoir occuper ce stade-là, pour pouvoir s'en occuper dans grande partie, occuper des opérations des différents départements de l'organisation aussi. Je vous dirais qu'au niveau des postes de dépenses, là, on a des frais fixes, bien entendu, là, qui sont
sont On est aussi. combien la journée d'un match d'employés? Pas mal. On est autour d'une centaine d'employés Wow. la journée d'un match là, complet. Là, on parle d'employés à la cuisine, d'employés à la boutique souvenir, d'employés à la billetterie, d'employés à l'entretien ménager. On parle de promotion, on parle sur la terrasse, les serveurs, les serveuses. C'est quand même c'est une grosse organisation durant l'été, vous l'avez tous déjà vécu. Là. C'est une journée de match, c'est fébrile. Fait que ça prend beaucoup d'organisation puis beaucoup de travail pour se rendre jusque-là. Donc, au niveau des postes de dépenses, c'est ce qui est, je vous dirais, le plus important. Là, nous autres, les postes de dépenses les plus importants. Au niveau des revenus, je vous dirais qu'on est très dépendant des revenus de billetterie. Donc, on est, contrairement à certains gros marchés majeurs comme la NBA, qui ont des contrats de télévision très lucratifs, on va dire comme ça. Nous autres, on n'a pas de contrat de télévision, on ne peut pas bénéficier de ça. Donc, on est dépendant des revenus de billetterie. Donc, je vous dirais que les revenus sont représentent 60 à 65 de nos revenus. Du revenu. Donc, c'est une... Tu sais, la Ville de Québec vous a donné je ne sais pas trop comment dire ça, un bon coup de main. Je pense qu'ils vous ont aidé. C'est sûr que c'est sûrement pour éponger une partie de la dette de l'année passée, tu sais, que ça a été plus tranquille, mais ou peut-être pas. Là, Surtout pour présenter une prochaine saison. OK, c'est surtout pour ça, mais est-ce que vous espérez que la Ville continue dans cette lignée-là? Parce qu'on sait que, tu sais, on en a parlé tantôt, c'est pas juste les capitales. Cette organisation-là de baseball a fait rêver plein de jeunes. Mais en fait, le signal de la Ville, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, est énorme. Okay. Parce que justement, ils ont compris cet écosystème-là qu'on parlait du début, puis ils comprennent depuis un bon bout. Monsieur Labaume, à ce niveau-là, on a une aide financière pour tout ce qui se passe dans le stade. Okay. La structure du stade, là, depuis 2-3 ans, puis dans les prochaines années, le signal qu'on nous envoie, c'est que le stade est revampé et refait au complet. Je veux dire, il est là pour rester. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ben oui. On est appuyé sur le synthétique avec le dôme et tout ça. Donc, non, au-delà du montant de 200 000 qu'on a reçu pour être capable de présenter la prochaine saison, il y a beaucoup plus que ça en dessous de la part de la Ville de Québec, juste de maintenir cette infrastructure-là, de garder les bonnes relations qu'on a, tout ça, on est vraiment, on est content. On se compare à certaines villes, il y en a qui ont certains avantages de plus, mais on se compare à plusieurs autres, puis on est dans une belle situation. Qui l'ont pas, ouais, c'est exactement. ça. Cool. Merci. On va délaisser un peu le côté administratif pour parler baseball peut-être avec Patrick. Vous êtes dans la Ligue Frontier pour la première fois cette année, dans la Ligue depuis l'année dernière, mais on n'a pas eu de saison. C'est quoi les plus grandes différences entre la Ligue Canam et la Ligue Frontier en termes de calibre de jeu, en termes d'âge des joueurs? Bien, il y a quelques subtilités, mais honnêtement, au niveau du calibre de jeu, je ne suis pas certain qu'on va avoir une grosse différence. Ça va être typiquement un petit peu plus jeune. La moyenne d'âge risque d'être un petit peu plus basse, mais pas énormément. Oui, on doit avoir un petit peu plus de joueurs avec le statut de recrue, mais le statut de recrue, il demeure que un joueur peut avoir joué 2 à 3 ans professionnel pareil, puis avoir encore ce statut-là. Donc, oui, on a un petit peu plus de recrues, mais c'est la ligue où les joueurs veulent jouer le plus, surtout les jeunes joueurs, parce que c'est de loin la ligue qui retourne le plus de joueurs au baseball affilié au fil des ans, puis c'est pas comparable. Donc ça facilite ton travail de recrutement, j'imagine. Absolument, grandement. Surtout pour les plus jeunes. Fait que, ils veulent être dans cette ligue-là, peu importe la situation et les conditions. Donc, ce côté-là est important et remarquable. Donc, ce qui fait augmenter, pareil, le calibre de jeu, le fait que tous les joueurs de cet âge-là, la plupart des joueurs de cet âge-là qui viennent d'être libérés, désirent jouer dans notre ligue. Parallèlement à ça, je veux dire, s'il n'y a rien de changé, là, on a une ville incroyable, on est reconnu maintenant par pas mal tous les joueurs qui connaissent un peu le baseball indépendant comme étant un des marchés les plus attrayants. Donc, ça demeure que c'est le bassin de joueurs qui peut témoigner de ça grandit d'année en année, c'est sûr, après 21 saisons. Oui, exact. Fait que, ceci dit, on oublie rapidement. Donc, les gars quittent et les choses changent, mais c'est ça. Au fil des ans, c'est à rappeler constamment, là, mais on a une belle réputation. Les ligues majeures ont délaissé ou abandonné une soixantaine d'équipes du réseau affilié dans les dernières années. Qu'est-ce que ça représente à court terme puis à moyen terme pour des équipes comme les Capitales ou une ligue comme la Frontier?
Bien, assurément, ça va faire augmenter le calibre de jeu aussi. La jumelation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement le cas. Il y a peut-être une trentaine d'équipes qui ont été libérées. Ça met beaucoup de joueurs libres soudainement, beaucoup de joueurs sans emploi. Donc, par la bande, on se retrouve à avoir plus de joueurs, un pool de joueurs plus large dans lequel choisir. Patrick, peut-être aussi parler du nombre de rondes de repêchage qui diminue. Ça aussi, ça a un impact. Hein? Effectivement. Mais tu sais, il y a l'année de COVID qui change tout un petit peu aussi. Là, avec, il y a eu plus de libération parce qu'il y a une année où il n'y a pas de mineurs, jumelé aux 30 équipes parties. Ils sont adaptés en mettant 5 rondes de repêchage versus 40 au fil des ans. C'était 40 avant, l'année passée, il y en a eu 5. C'est sûr qu'ils ont redonné une année d'éligibilité aux joueurs collégiaux, mais quand même. Là, il n'y a pas de décision qui a été prise officiellement, mais je pense qu'il va y avoir 20 rondes cette année. C'est coupé de moitié quand même. Là. Fait que, il y a beaucoup de bons joueurs qui vont être disponibles. C'est sûr que c'est difficile pour nous d'identifier des bons joueurs collégiaux qui ne sont pas repêchés, qui l'auraient peut-être été avec ce qu'on a comme capacité à les recruter dans ce monde-là. Mais tout ça pour dire quand même qu'il y a une tonne de bons joueurs de disponibles, ce qui devrait faire hausser le calibre. Est-ce qu'on peut, justement, on peut penser que les joueurs qui vont être repêchés vont avoir plus fin. Ils vont vouloir plus montrer ce qu'ils valent pour monter dans les majeurs, parce qu'il y a moins de place où ils peuvent montrer ce qu'ils valent. Oui, c'est ça, mais il va y avoir moins de joueurs repêchés pour moins d'équipes, donc ça va être la même guerre un petit peu, mais c'est sûr que même le niveau des mineurs devrait être rehaussé également. Non, c'est une bonne nouvelle. Si on revient, Patrick, sur la saison 2019 qui a été difficile. Non. Je veux juste mentionner, Serge, c'est une rare en 21 saisons des capitales, il y a eu 3 saisons en bas de 500 quand même, juste 3 sur 21. Mais y a-t-il des choses que vous avez appris là-dedans, ou y a-t-il des trucs, des choses que vous ne referez plus, ou des nouvelles façons de faire qui ont fait que cette saison-là, oui, tu veux la mettre de côté, mais... Bien, tu sais, c'est sûr que chaque année, tu as un processus. On grandit à chaque année. Que tu gagnes ou pas, tu grandis et tu apprends. Oui, il y a plusieurs choses qu'on a apprises. J'ai plein de choses en tête qui font pourquoi ça n'a pas bien été. Malchance était là. Des mauvais choix, évidemment. En tout cas, plein de choses. Sans rentrer dans les détails, c'est certain. On s'adapte, on trouve des façons. C'est grandissant. Le baseball change quand même avec les stats avancées maintenant. Puis toute la nouvelle façon de regarder la game. Je pense que personne ici, on raffole de tout ça, là, des shifts puis des stats avancées et tout ça, mais quand même, il ne faut pas jouer à l'autruche, il faut être capable de s'adapter un petit peu. Donc, c'est un paquet de choses. Là. Entre autres, le fait d'avoir Pierre avec nous cette année, qui était dans le baseball affilié depuis les 20 dernières années, on y a tous fait partie, nous, mais moi, ça fait quand même 12-13 ans que je suis plus là, Michel, encore un peu plus longtemps. Donc, sans dire qu'on n'est plus... au courant de ce qui se passe, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de prendre une petite bière avec Pierre après les matchs puis de discuter un petit peu de ce qu'on pourrait faire différemment, de ce qu'ils font encore dans les mineurs aujourd'hui. Puis ça. Patrick, si tu me permets aussi, c'était une partie de l'année qui a été difficile, c'était l'année des Jeux Paname. Et dans la stratégie de Patrick, ce qu'il devait faire, c'est prendre les devants avant que ces joueurs-là partent, parce que l'équipe, sur papier, au début de l'année, c'était la meilleure équipe de la Ligue. Donc, commence la saison, genre, avec 20 victoires, 8 défaites. Après ça, il va y avoir une partie Paname, ou je dis des chiffres comme ça, il va y avoir une partie Paname qui va être plus dure, puis après ça, quand on va revenir, on va être correct. Sauf que la saison a commencé avec 15 défaites, avec la difficulté et quelques joueurs blessés. L'arrivée tardive des Cubains aussi. Oui, ça aussi. Fait que tu mets tout ça ensemble, où les attentes, tu dois sortir des départs très, très forts. Et ça n'arrive pas pour toutes sortes de raisons. Là, imaginez la pression que ça met sur le retour quand tous ces joueurs-là reviennent. Donc, c'est pas une situation qui a été facile. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, de savoir, y a-t-il des façons de faire, des trucs Mais sûrement. Hein? Il y a beaucoup de joueurs qui ont été signés pour la saison 2021 déjà, une vingtaine, là, de ce que je comprends. Quand on regarde la liste, beaucoup de lanceurs, beaucoup de releveurs, des voltigeurs, on en a. L'avant-champ semble moins complet. Est-ce que c'est vraiment ce qui te manque là, dans l'alignement en ce moment? Oui, on est très avancé, effectivement.
suis en train de finaliser une couple de gros dossiers, là, pour être honnête. Là. Mais tu sais, même à l'avant-champ, mettons, Jesse Hodges, qui va être le 3e but à tous les jours. David Glaude, qui va se retrouver au 2e but pas mal à tous les jours. J'ai pas mal mon premier but. Là, arrête là. Il y a un temps pour sortir chaque joueur. Ils sont annoncés. Ils sont annoncés. Riley Pittman est un recrue qu'on voit au premier but. Fait que, tu sais, on est pas mal avancé. Il reste un spot, là, je ne sais plus, à la cour. Mais tu sais, on a nos 2 receveurs. C'était un des gros problèmes. On n'a pas parlé de 2019, là, mais j'en dors encore mal du fait qu'on n'était pas bon derrière le marbre. Une grosse rotation en arrière du marbre. Oui, mais là, on a 2 très bons receveurs défensifs. Ruby Castro, là, qui est un très, très bon jeune receveur qui est allé jusque dans le offre des Astros, qui est hautement recommandé. Avec un joueur, Frank Nigro, là, qui a joué dans l'Atlantique un petit peu, mais il est reconnu, je l'ai vu, des contacts très proches m'ont dit que c'est un des meilleurs receveurs défensifs qu'ils n'ont jamais vu. C'est juste qu'il ne sait pas de quel côté il frappe encore, mais... c'est un peu ma prochaine question, puis tu es en train d'y répondre partiellement. Les joueurs d'impact, lesquels tu vois cette année, on sait qu'il y a Jackson probablement qui va être un joueur d'impact. Jesse Hodges qui a de la hargne, il veut gagner. David Glaude est un bon joueur aussi. Mais est-ce que c'est ce noyau-là qui va constituer les joueurs d'impact? Bien, offensivement, absolument. On a droit à moins de joueurs d'expérience. Donc là, tu as nommé des joueurs d'expérience importantes qui vont mener beaucoup, je pense, qui vont être le noyau de cette équipe-là. Mais Jalen Jackson, en santé, je m'attends à ce qu'ils soient les meilleurs joueurs de cette ligue-là. C'est une super vedette. C'est un gars qui peut tout faire. Il est impressionnant. Il est dans le piton. Les attrapés spectaculaires. Vraiment. Puis il a la puissance. Puis il est arrivé blessé un petit peu. Puis la deuxième moitié de saison, il a été il a été remarquable la manière qu'il a performé. David Glaude, c'était le meilleur frappeur à Trois-Rivières. Il va être dans le cœur de notre alignement, c'est certain. C'est un bout qui a hâte de jouer à Québec. Là. Il en parle souvent. Là, avec la pandémie, ça a retardé son arrivée. Fait que c'est une chose. Il nous reste quand même une coupe de spots d'espace de vétérans à combler. Donc, ça va être également évidemment des postes importants. Tu cherches de la puissance? Tu cherches de la rapidité? Je me cherche un bon joueur complet, je dirais, là, du leadership et tout ça. Là, mais là, il manque un poste d'arrêt-court. On a été gâtés au fil des ans avec de Mandoulé à Malo, à Helps. Là, fait que défensivement, on a été très, très, très choyés. Donc, je ne veux pas aller chercher quelqu'un de trop plus faible à ce niveau-là. Au niveau monticule, on est jeune, mais on a des gars qui lancent très fort. Là. Je ne sais pas si ça fait partie du fait qu'il y a plus de joueurs disponibles, mais j'ai plusieurs joueurs qui atteignent 95 000 à l'heure. Et c'est ce qu'on voyait dans les annonces de signature, des balles rapides. C'est ça. Très rapides. Puis c'est vrai, là, c'est pas des faux 95. Est-ce que ta rotation de partant est déjà assez bien? Non, as-tu des idées? Non. En fait, c'est une grosse partie des dernières choses à ficeler. Là. Il manque au moins un partant numéro 1-2. Je n'ai 1 ou 2 d'expérience. On va être jeune au monticule, mais j'aime beaucoup ce qu'on a. On a 2 releveurs d'expérience élevés, 2 Canadiens, là, Andrew Case et Dan Procopio, là, qui sont 2 gars qui ont de l'expérience 2A, 3A. Procopio particulièrement, il lance 95-17. C'est un bonhomme qui va être le fun à regarder. Case, c'est un gars qui a de l'expérience, lance moins fort, mais tu lancé jusque dans le 3A, c'est un closer dans l'organisation des Blue Jays. Fait que au niveau monticule, ça va être des gars importants pour nous, c'est ça. Sur le terrain, si on change un peu de coin, sur le terrain, pendant le match et avant le match, y a-t-il des choses que le COVID va changer? Genre, va-t-il avoir des équipes mineures? Il va y avoir le droit d'avoir des équipes mineures pendant l'hymne national? Va-t-il avoir des bad boys? L'arbitre va-t-il être en arrière du receveur? Y a-t-il des choses qui vont changer ou que vous devez changer? Sur le match, proprement dit, non. Okay. On va dire que sur la partie de baseball en tant que telle, il n'y aura pas de changement. Okay. En termes de promotion, c'est certain qu'il va falloir s'adapter en fonction des règles. En fonction de ce qu'il va y avoir des équipes de rêve qu'on appelle d'habitude, est-ce qu'il va y avoir des préposés au bâton. C'est toutes des questions qu'on se pose actuellement. On est en réflexion, on est en rencontre justement là-dessus cette semaine, sur tous les forfaits qu'on offre, là, les cliniques, les journées de rêve, les équipes de rêve, les fêtes d'enfants et ainsi de suite. On veut trouver une façon que ça fonctionne, mais présentement, il nous manque trop d'informations pour pouvoir s'avancer là-dessus. Fait qu'on va être vraiment... ça va être au fur et à mesure. Okay. À ce qu'on me dit aussi, j'aurais pas le droit de parler
aux arbitres de trop près. Ah non? C'était justement à faire. On vient de perdre quelques spectateurs. Quelques belles photos. Quelques belles photos. Ma question pour Michel, probablement. Les Capitales étaient dans une organisation, dans une ligue à 6 équipes depuis plusieurs années, qui était là depuis longtemps. C'était la meilleure organisation de la ligue depuis longtemps. Donc, vous aviez quand même pas mal d'influence. Est-ce que ça change quelque chose de se retrouver une équipe parmi 16 dans une ligue beaucoup plus grande? Est-ce que les Capitales ont moins d'influence maintenant? Je pense que oui, puis c'est une bonne chose. OK. L'ajout d'Ottawa aussi, d'être 3 au Québec, de revenir avec Ottawa, c'est important, mais on souhaite avoir moins d'influence. Mais c'est vrai, dans le sens que je pense que dans les réunions, on a encore une bonne voix, tout ça, puis c'est correct, mais c'est ce qui a été le plus décevant de l'an passé, de ne pas pouvoir vous présenter du baseball avec les 16 équipes. L'année passée, c'était 15. Et l'impact que tout ça a eu, on l'a senti dès décembre, janvier, d'il y a 13-14 mois. Et avant que le fameux 12-13 mars arrive, on n'avait jamais été aussi en avance en 20 ans au niveau des ventes de billets, dans tout ce qu'on faisait. Puis on sentait qu'il y avait cet engouement-là. Fait que, non, on a hâte. On a hâte Mais ceci de étant présenter dit, tout ça. Ouais. et tu dis qu'il y a beaucoup plus d'équipes, mais finalement, on n'en verra pas tant que ça. Ça, c'est à cause de la COVID. Ouais. Parce qu'un calendrier régulier sans COVID, on va voir plus de nouvelles équipes. Mais pas les 15. Ça je comprends. On va voir, Ça, je comprends. je dirais là, qu'une année normale, dans les prochaines années, ça va être autour de 11 équipes qu'on va voir. OK. Donc, on va voir les 7 adversaires dans notre ligue. Et après ça, ça va être autour de 2, 3, 4 équipes qui vont venir voyager puis qu'on va affronter. on un va peu voir- comme Ligue nationale, Ligue américaine. Ouais, Jusqu'à c'est ça. maintenant, on Ouais. change, ça va ressembler beaucoup à ça. Parce que là, on va voir la seule nouvelle équipe, à part les Titans d'Ottawa, qui sont nouveaux, mais pas vraiment, mais les seuls qu'on va voir, c'est Tri-City, c'est les Valley Cats, là, Ouais, mais qu'on va les exactement. voir souvent. Oui, puis, oui. Exactement. Année 1, je pense qu'on s'adapte, puis juste d'être capable de présenter du baseball, ça va être déjà quelque chose de le fun. Christian parlait, tu sais, c'est beaucoup d'équipes. Vous allez aller jouer jusqu'à Saint-Louis si ça fonctionne. Vous allez voyager comment? Autobus, avion? Quand ça dépasse une dizaine d'heures, normalement, on va essayer de faire ce bout-là en avion. OK. Puis, à moins que ce soit comme il y a quelques années, où on commence l'année de cette façon-là, fait que Patrick était parti vers le Texas. C'est en autobus que vous l'aviez fait, c'est ça? Ouais, un long voyage. Un long voyage, mais tu sais, affronter des équipes en s'en allant parce que ça faisait partie du camp d'entraînement. Donc, dans un cas spécial comme ça se fait. Mais en pleine saison, où on joue 96 matchs en 104 jours, on ne peut pas demander de faire 24 heures d'autobus. Ouais, parce qu'on parle de 2000 km Ouais, entre Saint-Louis, Québec et non, c'est Saint-Louis. là, Il y a- c'est- il y a des fois où on joue quelque part un soir, puis c'est physiquement impossible de se rendre en autobus pour le match du lendemain. C'est ça. Fait que ça va être l'avion. On Ça va calcule, être- nous autres, en saison Netflix. Donc, si tu es capable de regarder 2 saisons dans un voyage, C'est en autobus. Michel, il a donné une année complète sur 24, puis il prenait les cours de Jack Bauer à chaque meeting. Le gars a commencé cette année. Une petite question, tu as coaché les Alouettes de Charlebourg à la fin de l'été passé. Comment tu as trouvé ça, retourner avec les jeunes? J'ai adoré ça, honnêtement. Mon seul, sans dire doute que j'avais était, tu sais, est-ce qu'ils ont commencé 0-10, quelque chose comme ça? Tu sais, mon seul doute, c'est est-ce que les gars veulent, tu sais, ils vont-tu de reculons? Mais tu sais, j'en connaissais assez pour les avoir coachés au sport-études pour savoir que c'était des kids sérieux qui avaient le goût et d'avoir du plaisir et de s'améliorer et de gagner. Fait que dès que je suis arrivé, j'ai adoré la vibe, j'ai adoré comment les gars se sont présentés puis comment ils sont améliorés. Tu sais, j'aurais espéré tout le temps plus, peut-être même en faire un petit peu plus. Mais honnêtement, j'ai adoré mon expérience, j'ai été très très bien traité par l'organisation, puis les gars ont été très hot. Là. On a eu une belle demi-été. Il n'y avait pas d'entente pour laisser gagner Diamant quand tu joues contre les Alouettes, non? Non, mais honnêtement, j'avais de la misère à pas aimer les diamants, tu sais. Fait que, puis en même temps, on parlait du groupe d'entraîneurs, tout ça. On est tous les mêmes entraîneurs qui les ont coachés au sport-études, diamants ou alouettes, tu sais. Fait que les coachs des diamants, c'est mes amis. Les joueurs des diamants ou des alouettes, avant de prendre en charge les alouettes, là, je les aimais pas moins. C'est tous des kids qu'on a coachés, tu sais. Fait que c'est sûr que là, je les aime beaucoup moins. En terminant, on en a parlé tantôt un petit peu, mais les familles d'accueil, vous êtes en campagne, vous recherchez des familles d'accueil.
c'est quoi les critères? Qu'est-ce que ça prend pour être une famille d'accueil s'il y a des téléspectateurs qui veulent... Comme Patrick nous a parlé tantôt, ça fait partie de la culture du baseball mineur. On cherche des familles d'accueil pour vraiment accommoder nos joueurs. Généralement, avec le temps, ça a commencé dans les années que Michel coachait, les joueurs étaient logés à Stoneham et ça nous permettait de vraiment faire vivre c'est quoi le Canada, là, un peu plus là, dans les chalets là-bas, là, au pied de la montagne. C'était super beau, la rivière qui coule à côté. Et on a continué avec le temps à loger les gars-là. Les familles d'accueil, oui, on est à la recherche actuellement. Je sais pas, là, on a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Je sais pas si on est toujours à la recherche parce que nous, quand les joueurs viennent ici, on veut vraiment leur faire vivre l'expérience capitale, Québec et ainsi de suite. Fait que c'est pas notre décision nécessairement à nous de dire on envoie des joueurs dans des familles d'accueil. C'est vraiment des demandes des fois. Comme Patrick disait, des joueurs qui disent moi j'aimerais ça aller là-bas, ça me rassurerait, ça me permettrait d'être dans un environnement familial propice à un développement comme joueur de baseball adéquat. C'était vraiment ça l'objectif. On a eu beaucoup de familles d'accueil qui se sont manifestées. Les critères, en fait, ce qu'on demande, nous autres, c'est une chambre privée pour le joueur et un environnement sain. C'est un environnement dynamique, sain. Souvent, c'est des familles avec des jeunes enfants qui jouent au baseball, ça leur permet d'avoir un idole, d'avoir quelqu'un avec qui s'identifier, un grand frère. La cour en arrière. C'est ça. Puis tu sais, le joueur n'est pas là souvent. Le joueur arrive tard, hein? Arrive après un match. Le match se termine vers 10 h. Il y a un repas qui est fourni. Il n'est pas là vraiment avant 11 h, 11 h 30. Ensuite, le lendemain matin, il quitte la maison vers 8 h 30, 8 h pour aller s'entraîner. Il a sa vie, hein? Donc c'est vraiment une chambre. C'est vraiment une expérience familiale et c'est vraiment aussi une occasion parfaite d'une famille de se rapprocher de la grande famille des capitales parce que ça donne accès à tout ce qui est le plus que du baseball des capitales, là, donc la terrasse et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment ça. Là, le but des familles d'accueil, c'est vraiment le congélateur. C'est bien. Merci. Hey, bien, merci beaucoup, messieurs. Ça a été fort agréable de vous recevoir encore une fois. On vous souhaite la plus belle des saisons, la plus grande, puis avec le plus de matchs possible, puis le plus de monde possible dans le stade. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir au courant de la saison pour en discuter encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.